Salut à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, comment réussir à apprendre intelligemment? Comme vous le savez, au collège comme au lycée, la plupart des enseignants utilisent le début du premier trimestre pour effectuer des rappels. Ce n'est qu'ensuite que les nouvelles notions sont introduites au fur et à mesure. Au premier, deuxième trimestre, et ainsi de suite. Et évidemment, certains élèves décrochent à ce moment-là. Parfois, c'est juste quelques difficultés, mais les notes chutent. Et c'est au moment des bulletins, un peu après les bulletins, que les élèves et leurs parents donc, sont à la recherche d'un accompagnement scolaire. Soit que ce soit par un professeur particulier ou une structure comme la nôtre. Et quand ils arrivent chez nous, nous leur posons souvent la question, selon eux, qu'est-ce qui explique cette chute des notes? Alors on a plusieurs réponses. L'une des réponses les plus courantes est que les élèves soit ne voient pas donc, le lien entre la leçon et les questions posées, soit ils n'ont pas réussi à retenir tout ce qu'il y avait à retenir. Dans les deux cas, pour nous, il s'agit d'un problème de méthodologie. Et nous leur expliquons d'ailleurs qu'il est tout à fait possible, non seulement de se souvenir de toute la leçon, mais de comprendre et de connecter correctement toutes les notions entre elles, et de pouvoir justement faire le lien avec les exercices, et surtout, nous leur montrons qu'il est possible que ça reste, non pas juste pour le contrôle, mais d'une année à l'autre. Et évidemment, je vais partager avec vous la méthode que nous recommandons. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Cette vidéo est le résumé d'un article que vous pouvez trouver sur notre blog. Le lien est sous la vidéo si vous êtes sur YouTube et c'est l'article qui est sous la vidéo si vous êtes sur notre site web. Alors, petite remarque, pour apprécier les conseils que je vais partager avec vous, je vous encourage à aller regarder la vidéo sur comment réussir à entretenir et améliorer sa mémoire. Et vous revenez juste après. Pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, c'est parti. Justement, dans la vidéo que je viens de vous conseiller d'aller voir, il est dit que le contenu de la mémoire épisodique est transféré au fur et à mesure vers la mémoire sémantique. Alors, pas de panique, cela veut juste dire que votre vécu devient une information théorique ou pratique. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous utilisons nos moyens de perception pour justement avoir conscience de notre vécu. Nous utilisons donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. C'est tout ce que nous avons pour prendre conscience de notre environnement et de notre réalité. Et pour chacun de ces sens est associée une mémoire à long terme, dite mémoire perceptive. Et donc apprendre, c'est utiliser donc nos sens et nos mémoires perceptives afin d'avoir des informations de notre mémoire épisodique, donc la mémoire des moments vécus, et ensuite que ces moments vécus soient transférés et deviennent des informations donc, théoriques ou pratiques. Mais qu'est-ce qui fait que l'on va se souvenir de certaines informations plutôt que d'autres? Et qu'est-ce qui fait que certaines données vont être oubliées alors que d'autres vont rester très longtemps? Eh bien, tout simplement, il y a quelques conditions. La première condition est l'importance de l'information. Alors, nous sommes sur YouTube. Je pense que ça vous est déjà arrivé de regarder une vidéo, vous intéressez beaucoup et vous vous rappelez de plein d'informations issues de cette vidéo. Alors que d'autres contenus qui vous intéressaient moins, même si vous les avez vus plusieurs fois, vous n'arrivez toujours pas à vous en rappeler. Eh bien, c'est tout simplement à cause, donc, je disais, l'importance de cette information. Si vous considérez que c'est important, le cerveau va le retenir plus facilement. Si vous ne le considérez pas comme important, alors à ce moment-là, ce sera plus dur à retenir. D'accord? Alors, j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit important pour vous. C'est-à-dire que si, consciemment ou inconsciemment, vous ne considérez pas que c'est important, vous aurez plus de mal à le conserver. Alors, comment est-ce qu'on fait dans le cas où il y a des informations, justement, que l'on considère comme étant inintéressantes et que l'on doit malgré tout retenir? Eh bien, il y a la deuxième condition, la répétition.
la bonne vieille répétition, tout simplement le fait de faire, de refaire, ou de lire, de relire, de voir, de revoir, peu importe, d'écouter ou de réécouter. La répétition fait que l'on va retenir. C'est souvent ce qu'on appelait avant le bon vieux par cœur, le par cœur bête et méchant. Ce bon vieux par cœur est efficace pour retenir ce qu'on trouve, donc certains détails, on va dire, un peu plus ennuyants que d'autres. Donc, selon votre mémoire perceptive de préférence, parce qu'on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des gens, une mémoire perceptive visuelle qui est la plus efficace. On parle aussi de mémoire photographique. Il y en a qui, comme moi, ont une mémoire auditive. Moi, je suis plutôt auditif, donc pendant mes études, je devais lire à haute voix plusieurs fois de suite les chapitres pour pouvoir les retenir. Il y en a qui vont avoir une mémoire manuelle, on dit aussi parfois kinesthésique, et donc ceux-là doivent recopier tout simplement le texte qu'ils doivent retenir. D'accord ? Plusieurs fois, évidemment. Alors vous me direz, oui, mais la répétition, c'est quand même fastidieux. Hein. C'est vrai. Il existe d'autres façons de retenir, on va en parler, mais elles sont, on va dire, un peu plus aléatoires. La première, c'est le contexte émotionnel. C'est peut-être la méthode la plus efficace, mais aussi la plus aléatoire. C'est-à-dire que on retient très facilement une information qui est associée à une émotion forte, que ce soit une émotion de joie ou de tristesse, ou de peur. Par contre, il ne faut pas qu'elle soit trop négative, parce que si l'émotion est trop négative, au contraire, le cerveau va l'occulter. Les émotions fortes négatives, en général, par protection, le cerveau s'en détache. Alors qu'une émotion positive, forte, eh bien, on s'en souviendra très longtemps. Faites le test, pensez à un moment très heureux de votre vie et essayez de vous rappeler de tous les détails autour de ce moment et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de détails en tête qu'un autre moment dont vous vous moquez éperdument. Alors, sachant cela, comment faire pour apprendre correctement donc, ces leçons en utilisant ça? Eh bien, alors moi en tant qu'enseignant, j'ai la possibilité d'influencer, on va dire, les émotions de mes élèves, parfois en haussant un peu le ton. Quand un élève commet une erreur, je vais peut-être hausser un peu la voix, et sur le moment, il va réaliser qu'il a commis une erreur. Alors je vais faire ça quand c'est une erreur qui a déjà été commise plusieurs fois, et donc c'est vraiment pour que l'élève s'en souvienne. Et sinon, un élève donc, qui n'a pas de professeur, comment peut-il faire? Moi, ce que je recommande, c'est de faire quelque chose de pénible en cas d'erreur. Par exemple, une séance de pompe, une séance de traction, une séance d'abdominaux. Vous dites, ben voilà, vous n'avez pas réussi à réciter la leçon, allez hop, 10 pompes. Ou alors, vous proposez à quelqu'un de faire cette tâche ménagère à sa place, si vous n'aimez pas ça. La vaisselle, le repassage, le ménage, peu importe. Quelque chose qui va vous marquer émotionnellement. Mais bon, si on compare à ce que je fais, je trouve que le fait d'avoir un enseignant donc, qui, de temps en temps, hausse un peu le ton, ça sera toujours plus efficace. Et moins fatigant. Alors, sinon, vous me direz qu'il y a des situations où on n'a pas de répétition, on a une information qui n'est pas importante, et surtout qui n'est liée absolument aucune émotion forte. C'est la dernière condition. Parfois, le contexte environnemental est favorable. C'est-à-dire que vous allez vous souvenir d'un truc qui n'a vraiment aucune importance pour vous. Mais pourtant, ça va être là. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de retenir, par exemple, le nom d'une personne que vous connaissez à peine, qui ne compte pas pour vous, et pourtant, d'un coup, vous vous rappelez de son nom, vous vous dites, tiens, comment ça se fait que je me souvienne de ça? Eh bien, ce qui fait ça, c'est le contexte environnemental. C'est-à-dire que vous aviez une ambiance à ce moment-là, vous aviez comme je dis, dans un contexte, une situation où vous étiez, qui était donc propice à ce que votre mémoire puisse fonctionner. C'est pour ça qu'il est recommandé, quand on effectue ces révisions, d'être justement dans l'environnement le plus propice qui soit. Éviter le bruit en général, éviter toutes les distractions, tout ce qui fait que vous pourriez être déconcentré. Parce qu'avec la concentration, avec justement un moment de sérénité aussi, eh bien, vous allez plus facilement retenir des choses, même celles qui ne comptent pas.
Voilà, donc maintenant on sait comment le cerveau fait pour retenir les informations, les données, mais comment faire pour apprendre et comprendre en même temps? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. D'abord, il y a une erreur que la plupart des élèves font, j'en ai déjà parlé dans un format court, qui est que les élèves apprennent souvent les formules hors contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une définition, vous avez une formule, vous avez une propriété, et les élèves n'apprennent qu'une partie, sans se poser la question de si ça s'applique tout le temps. Or, comme je le disais dans la vidéo en question, il n'existe pas de vérité universelle en science. Toutes les vérités sont conditionnelles. Prenons un exemple. En fin de collège et au lycée, on vous a enseigné qu'un carré est toujours positif. Mais si je le dis comme ça, c'est faux. Un carré est toujours positif dans l'ensemble des réels. Ou plutôt, un réel au carré est toujours positif. Mais vous avez des ensembles où c'est faux. Mais les élèves qui sont en maths experte en terminale ou qui sont en technologique voient les nombres complexes. Et avec le nombre complexe, certain nombre complexe mis au carré donne une valeur réelle négative. Donc faites gaffe parce que même certaines évidences comme 1 plus 1 égale 2 ou 2 plus 2 égale 4, eh ben, ce n'est vrai que dans l'ensemble des réels. Bon, pour le coup, celles-ci sont vraies aussi dans l'ensemble des complexes. Mais vous avez des ensembles où ce n'est pas vrai. D'accord? Ça veut dire que vous devez toujours apprendre dans un premier temps le contexte. Dans quelle situation on se trouve, dans quel cas ce qui va suivre va s'appliquer. Vous devez toujours vous dire, voilà, ce que je vais apprendre, le théorème, la définition, la propriété, peu importe, dans quelles conditions ça va s'appliquer. Qu'est-ce que cela concerne, dans quelle configuration on est. Vous devez vous poser toutes sortes de questions afin de bien établir le cadre. C'est pour cela que dans la plupart des exercices, on commence par vous préciser ce cadre. Prenons un exercice classique avec des fonctions, on va vous dire soit la fonction f définie sur l'intervalle ta. Vous voyez, définie sur l'intervalle quelque chose, ça vous donne le contexte. On vous dit on est sur tel intervalle. À partir de là, dans cet intervalle, vous savez quelles sont les propriétés qui sont valides et quelles sont les propriétés qui ne le sont pas. Et donc, vous pourrez plus facilement comprendre les questions et y répondre. Par la suite, une fois que vous avez donc bien retenu le contexte, là, vous pouvez apprendre la formule, la définition, la propriété, peu importe. Là, vous pouvez l'apprendre par cœur parce que vous saurez à quelles conditions on l'utilise. Maintenant, la définition en elle-même ou la propriété en elle-même, pour comprendre maintenant comment on l'utilise, parce que oui, on sait quand l'utiliser, maintenant comment l'utiliser, eh bien, l'astuce que je peux partager avec vous, je l'appelle mettre à l'épreuve la définition. Alors, comment on met à l'épreuve une définition? C'est simple. Eh bien, vous fabriquez des exemples et surtout des contre-exemples. C'est-à-dire que vous essayez de trouver des exemples qui correspondent au contexte et ensuite, eh bien, vous testez la définition. Je reviens sur mon carré qui est toujours positif dans R. Si je prends des réels, prenons 2, prenons moins 1, prenons racine de 5, peu importe. On les met au carré, 2 fois 2, 4, moins 1 au carré, donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et racine de 5 au carré, ça fait 5. Donc on voit qu'à chaque fois, on trouve une valeur positive. Donc le fait de se trouver ces exemples, ça me permet aussi de me familiariser avec la définition. Elle n'est plus juste une définition abstraite, elle devient un peu plus concrète. Et il faut aussi, dans certains cas, trouver des contre-exemples. Donc je reviens encore sur mon carré. Je parlais de nombres complexes, eh bien je prends le nombre imaginaire i, eh bien, par définition, i au carré égale moins 1. Donc voilà, effectivement, i n'est pas un nombre réel, il est imaginaire, il est complexe, et son carré est négatif. Donc voilà, j'ai pris donc des exemples pour lesquels la propriété était vraie, et un contre-exemple qui me permet donc encore mieux
d'avoir les limites, de comprendre les limites de la propriété. Dans quel cadre elle est valide et jusqu'où elle est valide. Et surtout, comment ça fonctionne. Alors, dans certains cas, vous aurez quelques difficultés à trouver des exemples ou des contre-exemples. Il y aura parfois effectivement des leçons que vous allez trouver difficiles. C'est pas grave. Dans ce cas-là, plus que jamais, apprenez la leçon par cœur. Toujours en essayant de bien comprendre les conditions d'application avant, évidemment, le contexte, bien l'identifier à chaque fois. Mais plus la leçon est difficile, plus il faut l'apprendre par cœur. C'est quand vous allez faire les exercices par la suite, c'est la troisième étape, donc contexte, apprentissage, exemple contre exemple, et ensuite on fait les exercices. Et c'est au fur et à mesure des exercices que la leçon va prendre du sens pour vous. D'accord ? L'idée reçue comme quoi il faut comprendre avant d'apprendre est une catastrophe. C'est ce qui fait que la plupart des élèves, quand ils arrivent au lycée, s'effondrent complètement. Et c'est encore pire en études supérieures. En études supérieures, où des concepts de plus en plus abstraits sont vus. N'attendez pas d'avoir compris ces concepts, apprenez-les d'abord et ensuite exercez-vous. Vous allez voir qu'avec l'exercice, ça va finir par être compris. Il y a des concepts que moi-même j'ai fini par comprendre plusieurs années après avoir eu mes diplômes. Je les avais appris par cœur, j'ai réussi mes examens et c'est en les enseignant que j'ai fini par comprendre certains concepts. Et ce sera le dernier conseil de cette vidéo. Alors juste avant, j'en profite pour vous demander de liker si ça vous plaît jusque-là, de partager la vidéo et de vous abonner. Voilà, petite parenthèse effectuée. Et donc, le dernier conseil que je vais partager avec vous, c'est d'essayer d'expliquer la leçon à une tierce personne. Si vous y arrivez, c'est que vous êtes prêt. Surtout si vous y arrivez sans aucune hésitation. Voilà. Donc je récapitule. Vous apprenez le contexte. Vous apprenez la définition de la propriété. Vous pouvez faire des fiches d'ailleurs au passage. Vous pouvez faire des fiches qui sont bien structurées, où vous mettez bien à chaque fois conditions, information, c'est-à-dire propriété, définition, formule, etc. Et ensuite, vous mettez d'ailleurs sur la fiche exemple contre exemple. Et ça pour chaque notion, important. Et après, évidemment, que vous fassiez des fiches ou que vous ne fassiez pas de fiches, comme je disais, il faut vous exercer et ensuite essayer d'expliquer la notion à quelqu'un d'autre. Voilà, nous avons terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle de penser à mettre un like si ça vous a plu. Partagez la vidéo surtout, pensez à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.